Bonsoir à tous, c'est le 18h30 spécial législatif toute cette semaine avant un nouveau débat citoyen mercredi, des débats par circonscription les autres jours cette semaine et on débute par la première d'entre elles. La première, circonscription de Seine-Maritime, une partie des habitants de Rouen, Mont-Saint-Aignan et des Villes-les-Rouen. Il y avait 11 candidats, les 2 qualifiés pour le second tour sont à mes côtés ce soir sur France 3 Normandie. Bonsoir, rebonsoir messieurs. Avant d'échanger ensemble les résultats, en tête du premier tour, Maxime Da Silva, candidat de la NUP, la coalition de gauche, initiée par Jean-Luc Mélenchon, 33,1% des suffrages pour vous, l'insoumis. En deuxième position, le député sortant de La République En Marche, Damien Adam, tombeur, on le rappelle, de la socialiste Valérie Fournéron il y a 5 ans, avec 28,2% des voix. Pour débuter, retour sur hier soir, votre soirée à tous les deux, entre les obligations médiatiques chez nous et ailleurs, et le passage ou pas dans les QG, j'ai envie de dire, c'était un peu deux salles, deux ambiances. Qui veut démarrer? Moi, je veux bien. Hier, on a passé une très belle soirée au local de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais une soirée studieuse, c'est-à-dire que nous avons profité un temps de la soirée et puis très vite, nous sommes remis au travail pour préparer notre matériel de propagande pour le deuxième tour, pour préparer également toutes nos actions que nous allons mener sur les 5 jours. Et nous étions dès ce matin, je le disais tout à l'heure, en action à 8 h du matin pour dire qu'aucune voix ne doit manquer dimanche prochain et que nous mènerons la bataille de manière absolue comme nous l'avons fait au premier tour. Je vous pose cette question parce que moi, ma feuille de route hier soir sur l'antenne, c'était d'aller d'un QG à l'autre. Chez vous, il y avait effectivement une certaine effervescence, sans doute liée aux chiffres. Et puis chez vous, sur les quais de Seine, en tout cas en début de soirée où j'y étais, c'était assez calme. Bon, c'est le moment où ça tombait, on sentait que c'était serré. Vous, je ne crois pas que vous y soyez passé. Ça s'est passé pour vous comment la soirée? Quand on arrive deuxième, il y a forcément une part de déception. Alors, non, parce qu'on s'y attendait en fait au résultat. Ce qui compte, c'était avant tout d'être au deuxième tour et ensuite de pouvoir gagner à l'issue de ce deuxième tour. Hier soir, moi j'étais avec les militants avant la soirée électorale, avant les résultats, parce qu'après évidemment on a enchaîné différents médias et puis après on est retourné là où étaient les militants et ensuite nous avons continué la soirée pour effectivement préparer cette campagne de deuxième tour, la stratégie du deuxième tour, les documents de campagne, les professions de foi qui seront reçues dans les boîtes aux lettres d'ici la fin de semaine et toute la stratégie pour le deuxième tour. Donc on est au travail, mobilisé, à analyser les résultats électoraux du premier tour, à comprendre ce que les électeurs ont voulu nous dire et à partir de là, définir une stratégie pour ce deuxième tour. De la concentration pour les deux, de la stratégie, du fond, on va en parler dans quelques instants. Encore du ressenti d'hier soir. Donc quand je suis passé à votre QG, on le sent bien, puis c'est aussi ce qui se dit au niveau national sur le score de la NUP. Il y a un espoir suscité, disons, pour le peuple de gauche. Il y a un militant historique qui me disait hier soir à votre QG, l'union de la gauche, plus que d'en rêver, j'en ai besoin parce que je souffre. Oui, je le comprends, je ne sais pas de quel il s'agit, mais c'est ce que je vois tous les jours. Un monsieur de la France insoumise qui avait un certain âge. D'accord. Et il est à l'image de plein de gens que je rencontre depuis des semaines, des mois sur le terrain, et qui sont en souffrance, qui souffrent des politiques qui ont été menées par le gouvernement depuis 5 ans, et qui voient dans cette perspective de victoire la possibilité de changer de vie. La possibilité aussi, pour celles et ceux qui subissent l'impact de la crise climatique, de voir le système bifurquer avec la mise en place du programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc l'espoir est là et on le porte. Vous pouvez bien sûr vous répondre et vous interpeller, c'est le principe du débat. Qu'est-ce qui se passe donc pour vous, Damien Adam, et pour le parti présidentiel? Vous faites plus rêver? Parce qu'en 2017, il y avait vraiment eu, à l'issue de la présidentielle, on avait utilisé tous les termes, une vague, une déferlante. C'était évidemment une surprise, voilà. On partait de nulle part. Vous n'êtes plus la surprise et la NUP c'est la surprise cette fois-ci? C'est pas une surprise, mais disons qu'ils ont réussi à faire un accord électoral en reprenant le programme de la France insoumise et en le faisant accepter de manière un peu brutale aux autres forces politiques. Mais la réalité, c'est que Mélenchon nous a vendu pendant cette campagne, avant le premier tour, qui serait Premier ministre, mais en fait, il a surtout été le premier des menteurs, parce qu'on voit bien à l'issue des résultats d'hier soir qu'il n'y a aucune possibilité pour la NUPES d'arriver à dégager une majorité. Et aujourd'hui, on est plutôt dans ça ne serait pas possible? Voilà, vous n'êtes pas d'accord. Il y a 421 circonscriptions dans toute la France où la majorité présidentielle est au second tour. Il y a un peu moins de circonscriptions où il y a la NUPES qui est... 405, 406, je ne sais plus. 380 pour la NUPES. Et surtout, dans les reports de voix qui sont prévisibles, il n'y a aucune capacité, aucun sondage en France donne une majorité, 289 députés, pour l'extrême gauche derrière la NUPES. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, la NUPES peut avoir un groupe politique qui peut bordéliser l'Assemblée nationale et empêcher
ce pays de pouvoir avancer, alors même que nous subissons aujourd'hui une guerre en Ukraine, une inflation très forte et des problématiques géopolitiques qui nécessitent que nous intervenions pour améliorer la vie quotidienne des Français. Parce qu'effectivement, je ne doute pas qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui trouvent que les politiques que nous avons mises en œuvre ne vont pas assez loin. Et ça vous plaît justement le terme de bordéliser? Vous êtes là pour secouer le cocotier, c'est ça? Monsieur Adam parlait de mensonges, il est pris ce soir là en flagrant délit de mensonge. Nous sommes au deuxième tour, vous l'avez dit, dans environ 400 circonscriptions. Il y a la moitié des électeurs qui sont allés voter. Moi, je pense vraiment que plus qu'une stratégie de comptoir sur les chiffres électoraux, on peut s'attendre à une surmobilisation, car le message qui a été entendu hier par les Françaises et les Français, c'est que cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle est au deuxième tour dans l'écrasante majorité des circonscriptions du pays et que du coup, nous pouvons gagner dimanche. Donc l'espoir est là. Vous pouvez gagner, mais avec d'autres voix. Comment vous envisagez-vous ce second tour sur le report des voix? On va donner d'ailleurs au passage les résultats des noms qualifiés. Arrivée donc troisième, c'est la socialiste dissidente Christine de Saintré, un peu plus de 11%, qui a appelé à voter pour vous dès hier soir. Mélanie Cronier pour le RN, quatrième avec 9,26% des voix. En cinquième position, Marie-Hélène Roux, candidate de l'Union de la droite et du centre, avec 8,6% des voix. Puis les résultats des 6 autres candidats, vous les voyez tous en dessous de 5%. Donc comment vous envisagez les choses l'un et l'autre? Je vous réponds d'abord au niveau local. Effectivement, là, on va parler de la première circonscription. Effectivement, au premier tour de la circonscription, la nouvelle Union populaire écologique et sociale n'a pas rassemblé Madame de Saintré dans son sillon. Mais nous avons mené une campagne, elle et moi, avec le même objectif. L'objectif d'avoir un ou une députée, en l'occurrence, qui puisse être utile au territoire, avoir un député qui puisse travailler avec les élus locaux sur les dossiers importants du territoire. Je pense au ferroviaire, donc je vous pense comptez sur elle maintenant pour à le second tour. Mais elle l'a déjà fait. Ce pourquoi une femme de gauche éliminée au premier tour a eu des voix, c'est-à-dire appelée pour le candidat de gauche le mieux placé pour battre le candidat libéral dans l'élection. Et j'aimerais ajouter à Monsieur Aban, vous m'accusez d'être libéral. Vous pourrez développer après. Je veux juste vous répondre sur tout à l'heure. Une fake news en direct. Je réponds juste sur tout à l'heure, Monsieur Adam. Une seconde, après je vous laisse la parole. Qui répondent quand même, parce que moi je veux répondre sur le sujet d'avant. Il n'est pas libéral. Pourquoi vous n'êtes pas libéral du coup? Je voulais juste vous dire que le projet d'Emmanuel Macron, il n'a jamais été libéral. Quand on dépense beaucoup d'argent pendant la crise Covid pour protéger les Français, protéger notre économie, et qu'à la sortie de la crise, nous avons un taux de chômage qui est aussi bas qu'aujourd'hui, à 7,1%, que nous avons permis à 1,2 million de personnes de trouver un emploi pendant le quinquennat. Je vous laisse parler tous les deux. Je crois qu'on peut dire que nous n'avons pas un projet libéral, nous avons un projet social qui s'intéresse aux citoyens au quotidien. Alors l'argent injecté pendant la crise sanitaire, on l'a retrouvé exactement dans l'augmentation des dividendes des actionnaires, par miracle. J'aimerais quand même le préciser. Ensuite, ce que je voulais dire sur tout à l'heure, Monsieur Adam disait, oui, vous avez dit, enthousiasmant peut-être en 2017 La République En Marche. Je pense que sur le territoire, il y a une différence. C'est qu'en 2017, les électeurs et les électrices de la circonscription ne connaissaient pas Monsieur Adam. Pas du tout. Aujourd'hui, les électeurs et les électrices de la circonscription, ils le connaissent peu, puisque c'est pas un habitué du terrain. Et en plus, ils savent. C'est pas vrai. Mais ils savent, mais c'est une réalité. Les gens sur le terrain, monsieur, les gens sur le terrain, parfois, je leur ai dit, l'objectif, c'est qu'on puisse gagner. L'objectif, c'est qu'on puisse battre Monsieur Adam. Ils me disent, c'est qui? Ils me disent c'est qui Monsieur Adam? C'est ce que me disent les gens sur le terrain. Alors après sur le terrain, que ce soit dans la première circonscription ou ailleurs, il y a quand même 50%. Allons-y, parlons du projet. Vous dites que vous êtes 50% d'abstention. Peut-être que les gens ne connaissent pas aussi grand monde d'une façon générale. Qu'est-ce que vous faites pour les citoyens qui ne s'intéressent plus à la politique? Durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu des choses mises en place. On nous parle maintenant d'un conseil national de par an à tous les citoyens de la circonscription un compte rendu de mandat. J'ai réalisé aussi en fin de quinquennat un bilan de mandat. Au cours de mon mandat, j'ai échangé personnellement avec plus de 1100 personnes dans lesquelles je les ai accompagnés pour régler leurs problématiques administratives. J'ai aussi mis en place une vague de consultations citoyennes très importante pour faire en sorte qu'ils puissent être associés aux décisions publiques que je prends. Il est évident qu'aujourd'hui, un parlementaire, c'est beaucoup moins visible que par le passé quand il cumulait avec un poste de maire. C'est évident, mais moi je suis contre le retour du cumul des mandats. Donc moi j'assume d'être parlementaire à 100%, d'être un élu de terrain, d'être un élu qui accompagne les projets du territoire, effectivement sur la ligne Nouvelle Paris-Normandie, sur le ferroviaire, pour qu'on puisse améliorer la desserte de
vers Paris depuis Rouen, sur le contournement est de Rouen, sur la création de 60 effectifs supplémentaires de policiers dans notre territoire, tandis que la France insoumise de M. Da Silva, elle propose de désarmer la police, de supprimer les brigades anticriminalité et trouve que la police tue les citoyens. Il faut que je vous coupe parce qu'on a vraiment peu de temps. Vous avez donc 2 visions de programme, on le sait, on l'entend encore ce soir, mais un point qui est important sur les retraites, qui va être un chantier bientôt, vous financez comment l'un et l'autre, vous, que l'âge de la retraite du coup soit prolongé, et vous d'être à 60 ans, de rester à 60 ans, de revenir à 60 ans, pardon. C'est ce qui se joue dimanche notamment, c'est un des grands sujets sociaux qui se joue dimanche. C'est soit la majorité et les pleins pouvoirs à M. Macron avec la retraite à 60 ans, ou soit la retraite à 65 ans. Dimanche, c'est soit la retraite à 65 ans avec la majorité de M. Macron, soit la retraite à 60 ans avec une majorité de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bien, on pourra également, si jamais nous avons l'objectif de ne pas avoir... C'est bien sur le plan financier, j'y vais. Par exemple, la grande cause du quinquennat Macron, c'était de faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. L'égalité globale, pas que salariale. Ils ont échoué entre les femmes et les hommes, complète. Ils ont échoué là-dessus. Puisqu'aujourd'hui, les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes. C'est le même bilan qu'en 2017. Vous savez que si nous faisions l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, le surplus de cotisations sociales qui serait déclenché par une amélioration des salaires des femmes, ça permettrait de financer en grande partie la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Une réponse à vous à 65 ans. Non, s'il vous plaît. Oui, mais il faut que tout le monde s'exprime. Je voudrais savoir sur les retraites. Comment vous laissez le développer. La réalité, c'est que le projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est une augmentation des dépenses pour le système de retraite de 70 milliards, alors même que le système actuel, il n'est pas financé. Nous proposons... Ça, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais si, le Conseil d'orientation des retraites dit l'inverse. Si, il a dit exactement ça. Vous l'avez lu à l'envers. Le système, il n'est pas équilibré avant 2070. Nous, ce qu'on propose, on propose effectivement une mesure qui ne fait plaisir à personne, mais qui est nécessaire. La retraite à 65 ans. De repousser l'âge de départ à la retraite pour ceux qui ont des carrières qui ne sont pas trop pénibles et pas longues, et surtout de pouvoir utiliser cet argent, les recettes supplémentaires qui vont être dédiées à ça, pour augmenter les pensions de retraite des personnes qui sont au niveau le plus bas, aujourd'hui qui ont 900 € de retraite, on va les passer à 1100 €, et surtout de permettre aux personnes qui ont des métiers pénibles, des carrières longues, de pouvoir partir plus tôt que ce qu'ils font aujourd'hui. Et au moins, on a un projet qui est équilibré, qui est sérieux économiquement, et non pas un projet qui va gérer 112 milliards de dettes et d'impôts supplémentaires dans le genre. Qui sont contestés. On arrive au terme de ce débat. Je suis désolé. Vous êtes frustré. Moi aussi, c'est très court. Il y a eu débat ce soir. C'est très court. Il y a eu un déroulé du débat. Merci. Vous avez pu vous exprimer chacun. Merci à tous les deux d'être venus échanger sur ce plateau. Demain, une autre affiche, c'est la 4e circonscription de Seine-Maritime, avec plusieurs cantons, notamment Elbeuf, Grand Couronne, Grand Quevilly et Maromme. Un duel NUPES-RN, l'insoumise Alma Dufour, opposée au chef de file du RN en Seine-Maritime, Guillaume Penel. Débat arbitré par Émilie Lecomte. J'espère que ce sera moins frustrant. Pour l'heure, le 19-20 se poursuit. Votre édition Betsen, puis votre journal de 19h, présenté par Grégory Tellu. Bon début de soirée sur